J'ai donc le plaisir de vous présenter la suite de l'éditeur, qui nous dira d'ailleurs quand est-ce que le livre sera dans les rayons, du 10 janvier 2019. Donc, je voudrais vous remercier vraiment pour partager ce moment d'échange. Mais au moment où je vous parle, je rentre d'une importante conférence des bailleurs de fonds au siège de la Banque mondiale ici à Paris, où le Sénégal était venu à la rencontre de la communauté internationale pour présenter la phase 2 du plan Sénégal émergent. Au total, ce PAP 2 devra mobiliser 14 000 milliards de francs CFA. À peu près en dollars ou en euros, on va arrondir, à peu près, disons, 28 milliards de dollars. Ça, c'est le montant global. Mais nous avions les 9 000 et quelques milliards de francs CFA, mais nous avions un gap que nous étions venus rechercher à Paris. Ce gap était de l'ordre de 5 milliards de dollars. Bien, cet après-midi, à la suite des engagements de tous les bailleurs, pas tous d'ailleurs, parce que certains n'ont pas encore donné leur contribution, comme la Chine, comme le Japon, et comme certains autres pays, nous sommes à 14 milliards de dollars par les seuls bailleurs de fonds publics. Alors, cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement que la politique mise en œuvre depuis 2014 à travers le plan Sénégal émergent a été une politique qui a donné ses résultats en termes de croissance, mais de croissance inclusive, en termes de transformation structurelle de l'économie, en termes d'inclusion, développement du capital humain. C'est tout l'axe 2 de notre plateforme plan Sénégal émergent, mais aussi toute la partie gouvernance sans laquelle, évidemment, quels que soient les montants qui sont mis à contribution, il n'y aurait pas eu de résultat. Donc la communauté internationale nous a accompagnés dans la première phase où l'ensemble des engagements pris en 2014 à Paris ont été dépassés en termes de mise en œuvre et de mobilisation de ressources. Aujourd'hui, vraiment, je suis un homme comblé puisque le PAP 2 qui va gouverner le Sénégal d'ici les 5 prochaines années a entièrement trouvé, avant même la réunion de demain avec le secteur privé, un financement complet. Je voulais commencer par cette note et maintenant remercier l'éditeur Pierre Héraclès, remercier également tous ceux qui ont contribué à la mise en forme de cet ouvrage que j'ai voulu initier à la veille des élections de 2019, mais je dirais surtout à la fin du septennat qui m'a été confié par le peuple sénégalais souverain. Il était de mon devoir, je crois, de m'ouvrir un peu plus à ce public qui m'a fait confiance, qui m'a élu, et qui avait peut-être besoin de mieux connaître l'homme qu'il connaît. Et comme je vais venir encore vers mes compatriotes solliciter à nouveau une confiance, il était, à mon sens, utile de me dévoiler davantage. Qui j'étais, qu'est-ce qui me faisait bouger, quels étaient mes principes, et surtout parler de moi intimement, de ma famille, de ma trajectoire académique, politique, humaine. C'est le condensé de tous ces récits qu'on retrouve à travers le Sénégal au cœur. Trajectoire personnelle et familiale. Et je suis un exemple vivant de ce que la condition sociale ne doit pas être un déterminisme qui bloque la progression de l'homme. Donc la condition familiale ne doit pas enfermer l'individu dans un destin prescrit.
Ça, c'est un message de confiance que je veux partager avec la jeunesse sénégalaise, avec la jeunesse africaine. Parce qu'à chaque fois, j'essaie de parler aux Sénégalais, mais je parle aussi aux Africains et je parle au reste du monde. Et vous verrez aussi dans ce livre, il y a toujours ce cercle concentrique. Le Sénégal d'abord, parce qu'il s'agit du Sénégal avant tout, mais le Sénégal est dans une Afrique debout. Mais l'Afrique est aussi dans un monde globalisé. Donc je parle aussi aux citoyens du monde. Dans le livre, vous avez vu beaucoup de passages sur mes relations avec la France, les Français. Il y a une partie de moi, de ma formation, qui a été faite dans ce beau pays. Et nous avons une relation particulière entre les Français et les Sénégalais, entre le Sénégal et la France, entre le Sénégal et le reste du monde. Alors, c'est pourquoi je disais à la jeunesse de mon pays, je suis un produit de l'école publique sénégalaise, l'école de la République. C'est pourquoi il faut préserver les acquis de cette école de la République. Parce que c'est le meilleur ascenseur social. Et cette école-là doit être préservée à tout prix. Donc, ce message de confiance doit parvenir à la jeune génération, parfois perdue. Elle a perdu les repères, qui est dans les voies de l'immigration clandestine. Et c'est avec beaucoup de regrets que nous notons les décès à travers le désert du Sahara, à travers la Méditerranée. Et les rescapés qui parviennent en Europe sont quasiment, ils vivent dans des situations de sous. J'ai cité un de mes oncles qui est dans la salle, j'aimerais quand même qu'il puisse montrer sa barbe. Abdoul Samandia, il a été mon professeur de mathématiques. C'est lui qui m'a initié dans la littérature gauchiste. Enfin, gauchisant, je ne sais plus comment on les qualifie, mais maoïste. Très tôt, alors que je n'étais qu'élève de troisième et puis de seconde, c'est comme ça que je suis rentré dans le mouvement maoïste au début de mes années universitaires. Et cela m'a beaucoup aidé, bien sûr, dans la formation future de l'homme. Mais maoïste, comme on a dit, à 20 ans, 30 ans, ça va au-delà, ça commence à poser problème. Donc, je suis donc rentré dans la politique pour combattre les injustices sociales, déjà, très tôt. Et cette ambition présidentielle, en vérité, n'est venue que dans mon ultime combat, lorsque j'étais président de l'Assemblée nationale, qu'on m'a voulu imposer des choses inacceptables. J'avais refusé. C'est à partir de ce moment que j'ai dit, bon, pendant qu'on y est, donc il faut faire face. Il y avait une telle agressivité, telle volonté de destruction, qu'il fallait faire face. Donc je dis, il y a de la résistance, mais au-delà de la résistance, il faut aller à la conquête. Et c'est cela qui a été vraiment, ce n'est qu'à partir de 2008, donc c'est très récent. J'ai dit, bon, qu'à cela ne tienne, on va y aller. On va aller à la conquête des suffrages. On a lancé un parti, à partir de rien. Un groupuscule d'amis, de gens déterminés, mais très épris de paix et de justice. On est allé à la conquête des Sénégalais à travers le pays profond, et c'est cela la longue marche qui a été également décrite dans cet ouvrage. Longue marche d'ailleurs qui nous a permis de concevoir le programme que j'ai présenté en 2012 qui s'appelle le véritable chemin du développement, Yon Yokouté en Wolof. Et Yon Yokouté a été en vérité, disons, la mère gestante du PSE, puisque vous retrouverez à peu près la même chose. Bon, le PSE a pris le relais, mais toute la substance est dans ce chemin du véritable développement qui était parti du constat réel de ce que vivaient nos populations rurales avec le dénuement constaté au milieu rural au Sénégal, l'inéquité territoriale qu'on vivait, qu'on essaie de corriger à travers les programmes alternatifs mis en œuvre. Et c'est comme ça que l'aventure est partie. 3 années et demie après, j'avais vaincu celui qui m'avait donc demandé de quitter la tête de l'Assemblée nationale.
grâce à la confiance de nos compatriotes. Ce sont donc les circonstances et finalement la volonté d'être dans une position pour agir. C'est cela aussi, finalement, l'ambition présidentielle. Ce n'est pas une fin en soi d'occuper des fonctions du président de la République, des fonctions de décideur. C'est pour pouvoir avoir les moyens d'action, les moyens d'agir, de faire influencer le cours de l'histoire. C'est ce que nous sommes en train de bâtir au Sénégal. Une société émergente, inclusive, solidaire, transparente, où la bonne gouvernance est érigée en dogme et où la paix et la sécurité sont également des leviers essentiels pour notre vivre ensemble. Donc voilà ce qui a été un peu le fil conducteur de mon action à la tête de l'État. Et la politique et le pouvoir, je les conçois, comme je l'ai dit, comme des moyens de trouver des solutions aux problèmes qui se posent au pays et aux populations. Donc ces moyens doivent répondre aux attentes qui nous sont exprimées au quotidien. Et depuis 2012, je peux dire que parallèlement à ma stratégie de transformation structurelle de l'économie sénégalaise, j'ai mis en œuvre une politique axée sur les conditions de vie des populations. Une réponse aux attentes sociales en particulier. C'est pourquoi notre système de protection sociale a été beaucoup renforcé. Et c'est tout l'axe 2 du plan Sénégal émergent. Et cet axe 2 va être renforcé davantage dans le nouveau PAP que nous venons aujourd'hui de présenter et qui verra plus de protection sociale, plus d'éducation, mais une éducation également qui tiendra compte des nécessaires changements qu'il faudra opérer dans les orientations. Ça veut dire que plus d'enseignement professionnel et technique, plus d'enseignement des sciences et des mathématiques, pour donner des perspectives meilleures à notre jeunesse, et aussi plus de pouvoir d'achat pour les travailleurs, plus de couverture maladie pour les ménages qui n'ont pas forcément de salaire à travers la CMI, plus d'accès universel sur les secteurs sociaux de base, l'électricité, l'eau potable, etc., etc. Et ça, c'est un volet essentiel. J'ai aussi accordé une attention soutenue à la bonne gouvernance. Moi, ça fait beaucoup de bruit. Chaque fois que les gens, on leur demande de rendre des comptes, on dit qu'on veut régler des problèmes personnels. Il ne s'agit pas du tout de régler des problèmes personnels. Lorsqu'on gère les biens publics, on doit être capable à tout moment de rendre compte des produits de sa gestion. Nous devons tous nous préparer à cela. Et c'est la raison pour laquelle nous avons pu faire ce que nous avons fait jusque-là. Parce que les gens, ils savent que les ressources doivent être gérées de façon optimale et transparente. Sinon, on va rendre compte que les organes pour le contrôle de cette gestion, aujourd'hui, sont pleinement opérationnels et ont toute la liberté et toute la latitude d'exercer leur travail sans aucune contrainte. Ça, c'est l'axe 3 du PSE. Et c'est pourquoi aussi le travail que nous faisons en matière de sécurité et de défense est un travail essentiel quand on sait que nous restons un îlot de stabilité. Par la grâce de Dieu, on espère demeurer très longtemps, mais dans un environnement hostile et difficile. Là aussi, il faut que les moyens de mise à niveau des forces de défense et de sécurité puissent permettre la sécurisation des populations, mais également du territoire en tout lieu et en tout temps. Voilà ce que je voulais dire à travers cet ouvrage. J'ai beaucoup parlé aussi de l'Afrique, puisque l'Afrique est un continent qui fascine. C'est un continent spécial. J'ai souvent dit, il n'y a qu'à regarder la carte du monde, voir au milieu cette carte de l'Afrique, avec, il faut le dire, un très beau schéma, une très belle figure. C'est le berceau de l'humanité, c'est un continent, le premier continent en vérité,
où les premiers humains ont vécu, c'est le berceau de l'humanité. Ces thèses ne sont plus contestables. C'est un continent aussi très résilient, qui a vécu des traumatismes historiques. On a parlé de la traite négrière, on a parlé de la colonisation. Donc 4 siècles où le continent a été soumis à des pressions extraordinaires. Il est là debout aujourd'hui malgré tout. Debout. Et c'est donc un continent résilient, mais qui n'est pas dans la revanche ou le sentiment de haine. Au contraire, nous avons les yeux tournés vers l'avenir. Nous tendons la main à toutes les parties du monde pourvu qu'on nous respecte dans notre dignité d'Africain. Et la dignité est un principe qui parcourt également ce tournage. Dignité d'Africain. Je disais à quelqu'un, nous avons une africanité ouverte. Nous sommes des Africains. Il faut qu'aussi les gens nous reconnaissent cela. On est différents, on est des Africains. Si vous êtes des Européens, là-bas il y a des Chinois. Nous, on est des Africains. Ça veut dire que nous avons nos valeurs de civilisation. Nous avons notre culture, notre manière d'être. Il ne faut pas qu'on nous assimile à autre chose. Nous sommes par contre ouverts au courant fécondant. Civilisation. Senghor l'a théorisé depuis très longtemps. Dit on va aller vers le banquet de l'universel. La civilisation du donner et du recevoir. Mais dans un processus d'enracinement et d'ouverture. Pour que nous soyons enracinés dans nos valeurs propres. Donc, cette Afrique-là est une Afrique debout. Il faut coopérer avec le monde. Il faut coopérer avec l'Europe, avec la Chine, avec les États-Unis. Nous ne sommes plus la propriété de personne. C'est un continent libre aujourd'hui. C'est un continent qui a une jeunesse qui n'a pas connu, heureusement d'ailleurs, les actes de la colonisation. On n'a pas connu ça. Donc on n'a pas de soucis par rapport au passé. Quoique on ne doit pas oublier tout ce qui s'est fait. Mais enfin, nous sommes pour l'avenir de relations entre l'Afrique et le reste du monde, où tout le monde aura à gagner. Puisque l'Afrique, c'est quand même 30 millions de kilomètres carrés. 30 millions de kilomètres carrés, c'est 3 fois la Chine. C'est 3 fois la Chine. Alors je ne sais pas c'est combien de fois l'Europe. Et ce continent a besoin d'être construit. Il a besoin d'infrastructures, de routes, de ponts, de chemins de fer, d'avions, de tout ce qu'il faut pour faire un monde et pour retenir sa jeunesse sur le continent. Voilà pourquoi notre combat aussi, quelque part, c'est le combat pour l'équité fiscale, à commencer par celle-là. Nous nous battons pour lutter contre l'évasion fiscale, contre ces politiques ultralibérales qui voudraient que l'exploitation des richesses naturelles ne donne pas droit au paiement de taxes. Il faut que les taxes soient payées pour que nous puissions aussi entretenir notre jeunesse, construire notre développement et retenir nos populations. Ce combat, nous le partageons, je pense, avec les pays du Nord. Et c'est pourquoi il y a quelques aspects sur cette Afrique que je veux en tout cas représenter et pour laquelle nous travaillons à consolider l'unité. L'Union africaine est devenue une réalité. Nous avons un marché africain en construction et nous allons, l'objectif ultime des pères fondateurs du panafricanisme, c'était d'arriver vers les États-Unis de l'Afrique. Mais enfin, c'est un processus auquel on se rapproche tous les jours. Mais pour l'instant, les défis restent importants. Mais le message que je peux dire, c'est un message d'espoir vis-à-vis du reste du monde. L'Afrique est prête à un partenariat gagnant-gagnant. Et tant que les gens sont prêts à ce partenariat, je pense que nous serons à leur côté. Et voilà ce que je voulais dire en vous disant que j'ai été en tout cas très heureux de travailler avec maison d'édition Cherche Midi. Bon, j'espère que le livre aura un succès, d'autant plus que pour moi, il s'agit aussi de soutenir une école qui m'a toujours fasciné. Et je connais les promoteurs de cette école, ceux qui soutiennent cette école, c'est les bénévoles. Ils passent toute leur vie à
appuyer, à accompagner les enfants déficients mentaux. Et donc je pense que ça doit être l'œuvre de tout un chacun d'apporter sa contribution pour soutenir ce genre d'action citoyenne. Merci. Maintenant, si vous voulez, on va peut-être prendre 2, 3 ou 4 questions et ensuite on va procéder à la signature de quelques livres. Ensuite, vous allez libérer M. le Président de la République. Merci. Alors, la parole est à Cheikh Sylla du journal Info 15. S'il vous plaît. Cheikh Sylla. Bonjour, Monsieur le Président, Cheikh Sylla. Je suis l'administrateur du site Info 15 et correspondant de l'RFM. Je n'ai pas encore eu l'opportunité de lire votre livre, mais je sais que vous avez aussi une relation particulière avec la diaspora. En avez-vous parlé dans ce livre? C'était juste une précision que je voulais. Merci, cher Sylla. Naturellement, j'ai beaucoup parlé de la diaspora, puisque c'est la 15e région dans ma conception du développement territorial. J'ai aussi parlé du rôle de la diaspora, de sa contribution économique et sociale. Donc vous verrez que la diaspora a bien sa place dans le livre. Bien sûr, j'ai fait un compte rendu succinct. Je n'ai pas vraiment suivi le plan du livre, mais j'ai parlé de beaucoup de choses. Voilà. J'ai rendu hommage en particulier à mon épouse, qui a pris une part importante dans mon combat politique. J'ai parlé des parents, j'ai parlé des compagnons de lutte que vous êtes ici et tous ceux qui sont ailleurs, sans lesquels, bien sûr, je ne serais pas là où je suis. Donc, j'ai parlé de tout cela, soyez rassurés. Merci. La parole est à Thierno Diallo, Afrique Connection. Merci. Bonjour, Monsieur le Président. Voilà. Thierno Diallo, administrateur du site afriqueconnexion.com. Certains de vos détracteurs n'arrêtent pas d'ironiser sur votre livre en disant notamment, d'ailleurs vous en faisiez allusion tout à l'heure, vous parlez beaucoup de votre épouse dans votre livre. Qu'est-ce que vous répondez justement par rapport à cela? Il y a beaucoup de moi dans votre livre. C'est vos détracteurs qui le pensent en ironisant. Donc vous, personnellement, qu'est-ce que vous répondez par rapport à cela? Je puisse parler de moi. C'est le but du livre, non? Il faut leur dire que c'est le but du livre. S'ils ne veulent pas qu'on parle de Macky, bon, qu'il aille voir ailleurs. Mais enfin, franchement, le livre est consacré à mon œuvre, à ma vie. Donc, franchement, bon, je vais vous dire non. Je ne sais pas comment cela aurait été possible. Voilà. Merci. Merci, Excellence. La parole est à Pape Cheikh. Pape Cheikh Fall. Salam alaikum. Je voudrais saluer l'assistance ici. Je voudrais saluer Monsieur le Président de la République, le
le féliciter de son livre. Ensuite, franchement, nous sommes satisfaits. Pourquoi nous sommes satisfaits? Parce que nous voulons que les Africains écrivent, nous voulons que les journalistes, les hommes politiques, les intellectuels, il faut que l'Afrique commence à écrire. Il faut que nous écrivions. Il faut qu'on laisse à nos enfants des manuels sur lesquels ils peuvent s'appuyer pour écrire les belles pages de notre histoire qui est en train d'écrire. Ma première question, Monsieur le Président, pourquoi avoir choisi une maison d'édition française alors qu'il en existe au Sénégal et en Afrique? Vous avez fini? Une deuxième question. Vous étiez venu aujourd'hui au groupe Consulting Paris Sénégal. Vous avez acquis beaucoup d'argent, mais les gens se disent pourquoi vous endettez alors que vous allez à des élections présidentielles d'ici 3 mois. Est-ce que n'aurait été pas plus convenable d'attendre après votre réélection de venir prendre, je vous le souhaite en ligne. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Pape Cheikh Fall. Pourquoi avoir choisi une maison d'édition française? C'est d'abord la décision a été prise de sortir le livre, ainsi que le volume d'ouvrage dont nous avons besoin. Il fallait une maison d'édition qui a des capacités. Je ne veux pas dire que nos maisons d'édition n'ont pas de capacité, mais là, je pouvais être sûr que les délais, la maison a eu à peine un mois et demi, peut-être, pour avoir le manuscrit, faire les corrections, renvoyer les épreuves. Et je ne suis pas sûr qu'à Dakar, j'aurais pu avoir dans les mêmes délais et la même qualité. Cela dit, je suis un des souteneurs des maisons d'édition sénégalaises, puisque j'ai augmenté le fonds de l'édition. Aujourd'hui, qui est à plus de 500 millions. Voilà. Je ne peux pas s'en faire, parce que peut-être la prochaine fois, je pourrais prendre une maison locale, mais enfin, la question n'est pas de dire que je cherche une maison, forcément une maison d'édition sénégalaise. Mais compte tenu des délais, du volume d'ouvrages qui étaient requis, je ne pensais pas pouvoir le faire honnêtement à partir du Sénégal tout de suite. Cela dit, je suis prêt à encore accompagner davantage nos maisons d'édition. Pourquoi venir s'endetter alors qu'on est à la veille d'élection? C'est parce qu'on est confiant de notre bilan. Parce que je sais que aussi en venant, j'aurais eu la sanction positive de la communauté des bailleurs. Alors, ceux qui se posent des questions, peut-être ils auraient rêvé que je leur abandonnant avec ce budget, enfin, j'espère pouvoir encore avoir la confiance des Sénégalais pour exécuter ce programme qui a été vraiment financé et plébiscité. Voilà, donc je crois que c'était la fin du plan quinquennal et l'État c'est une continuité. L'État ne dépend pas d'élections présidentielles ou d'élections législatives. Donc on ne peut pas arrêter le fonctionnement de l'État. J'ai vu des gens dire oui, si on le finance, c'est comme si les bailleurs de fonds avaient voté pour lui. Non, c'est une vision complètement sous-développée de la démocratie. Complètement. L'État, c'est la continuité. Qu'est-ce qu'on va faire? On va arrêter tout. Le 31 décembre, du 15 janvier, je ne paye pas de salaire. En février, on ne paye pas. On attend pour savoir le prochain président. Les choses ne se passent pas comme ça. Désolé.